Du pétrole, du bon brut qui jaillit. Je l'ai appelé or noir, c'est la source de mes revenus. Je veux mettre de côté, m'acheter un puits, et un autre puits, et un autre, et encore un autre. $10,55. Garde tout, bébé. Aujourd'hui, l'industrie pétrolière est en bonne santé. Des diamants jaunes, des diamants blancs, et grâce à Dieu, j'ai eu les moyens de les acquérir. On ne devrait pas rester là. Cet endroit va être totalement stérile et nocif pour des milliers d'années. C'est scandaleux. Creuse, bébé, creuse! Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous emmène ce soir à la rencontre des nouveaux rois du pétrole aux États-Unis. Ces petits producteurs, notamment au Texas, qui sont devenus multimillionnaires en quelques années. Ils assurent aujourd'hui 80% de la production de brut américain. Alors avec la fermeture des détroits d'Ormuz, eh bien, le monde s'inquiète évidemment d'une montée des cours de barils de Brent, mais aussi d'une augmentation des prix de l'essence à la pompe et puis surtout d'une pénurie de carburant à l'échelle mondiale. Mais les États-Unis de Donald Trump sont totalement à l'abri d'une crainte de ce genre. Ils sont devenus au fil des années le premier producteur de pétrole au monde. Et vous allez voir que cette fièvre de l'or noir s'est emparée de certains États américains comme le Texas. Des milliers d'Américains sont attirés car les salaires sont là-bas multipliés par 3. Mais cette ruée vers l'or noir a aussi des conséquences néfastes sur l'environnement. Pétrole, dollars et Derrick, c'est un document signé Marc Di Rosa, Gary Grably et Fanny Chauvin pour Spica Productions et Enquête exclusive. Au Texas, Evan Bronson, 32 ans, est assis sur un tas d'or. Ce propriétaire terrien possède un ranch de 11 000 hectares, aussi grand qu'une ville comme Paris. Là, c'est ma partie préférée du ranch. On aperçoit les plus hautes montagnes du Texas, là-bas. Il est situé au cœur du plus grand gisement de pétrole des États-Unis. Une terre aride que les grandes compagnies pétrolières s'arrachent. Les deux voitures là devant nous, je vais les arrêter pour leur dire de ne pas rouler sur le côté de la route. Evan, qui leur loue des permis d'exploitation, doit régulièrement rappeler à l'ordre les employés. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez bien rouler au milieu de la route et pas près du fossé, parce que là, ça détruit la route. Merci. Vous faites souvent la police comme ça, Evan? Oui. Ces gars doivent respecter un accord qu'on a passé. Donc je viens vérifier de temps en temps. Elles sont au total 15 compagnies à puiser du pétrole sur son ranch, soit plus d'une centaine de puits qui tournent à plein régime. En contrepartie, elle reverse à Evan 25% sur chaque baril, ce qui lui permet de toucher des millions de dollars de royalties chaque année. On est vraiment chanceux, avec toute ma famille. C'est une chance d'avoir ça dans le sous-sol de notre ranch. L'argent du pétrole permet à Evan de mener la grande vie. Vacances en amoureux dans les plus beaux hôtels de la Côte d'Azur. Escapade à Paris. Ou encore déplacement en jet privé à 20 000 $ le trajet pour assister à un simple match de football américain. Plusieurs fois par semaine, il foule aussi le green du très select country club local, un oasis artificiel au milieu du désert. L'adhésion s'élève à 70 000 €. Ici, c'est vraiment le club des gens du pétrole. Ça va des directeurs aux dirigeants de grandes compagnies pétrolières ou des gens comme moi, des propriétaires. Ça va, mec? T'es prêt à jouer? Ah ouais, allons-y. Matthew est l'un de ses partenaires de jeu, un natif de la région comme lui, qui a toujours baigné dans le pétrole. Ses parents possèdent une société de forage, et Matthew, lui, s'est spécialisé dans la recherche de gisements. D'habitude, c'est moi qui gagne. C'est ça, ouais. Les herbes sèches, le golf et les derricks, c'est ça la vie ici.
Direct dans la zone. Pas mal, pas mal. Joli coup. Une nouvelle génération de millionnaires qui profitent à fond de l'incroyable comeback du pétrole aux États-Unis. Juste dans le bunker. Creuse, bébé, creuse. C'est le slogan préféré de Donald Trump. Le symbole d'une Amérique où le pétrole est redevenu roi. Avec plus de 6 millions de barils extraits de terre chaque jour, le pays est devenu le premier producteur au monde, loin devant la Russie et l'Arabie Saoudite. Le secret de ce boom, une nouvelle méthode de forage qui permet d'extraire du pétrole de schiste, autrefois inexploité, dont les réserves sont gigantesques. Chaque puits devrait produire 20 000 barils par mois. Résultat, les forages ont repris de plus belle, aux grandes dames des défenseurs de l'environnement. Assèchement des cours d'eau, pollution des sols, cette méthode fait l'objet de nombreuses critiques. Ils se font des milliards de dollars, mais ils ne se rendent pas compte des conséquences. La nappe phréatique est polluée, l'eau est mauvaise. Mais pas facile de se faire entendre dans ce pays où le pétrole rapporte 200 milliards d'euros chaque année. Et bien plus quand le contexte international, comme la guerre en Ukraine ou le conflit avec l'Iran, fait monter le cours du baril et les profits des producteurs. À côté des majors comme ExxonMobil ou Chevron, 80% de la production est assurée par des milliers de producteurs indépendants, comme Travis, un millionnaire au style de vie très particulier. C'est bon, oui. Ça a le goût de l'argent. Dans le sillage de ces nouveaux millionnaires, des milliers d'Américains s'enrichissent. Des propriétaires terriens comme Evan. Oh, raté. Aux transporteurs comme Steve. L'un des rares Afro-Américains à avoir fait fortune dans ce milieu à majorité blanche. Je suis le seul noir lors des réunions avec les grandes compagnies pétrolières. Mais je sais comment manœuvrer. Cette nouvelle fièvre de l'or noir fait aussi sortir de terre des villes entières, où se ruent des milliers de travailleurs attirés par des salaires mirobolants pour assurer la maintenance des sites pétroliers la nuit. Michael et ses collègues gagnent 14 000 € par mois. Ici, même si vous n'avez pas d'expérience, tu fais plus d'argent que n'importe où dans le pays. Et dans ces villes, où la vie tourne autour du pétrole, on ne manque pas d'imagination pour divertir tous ces travailleurs. Certains hommes sont impatients parce qu'ils veulent commencer la journée avec une jolie vue. Quelle belle vue! Moi? Une ambiance de Far West qui met parfois les nerfs de la police à rude épreuve. Ici au Texas, tout le monde a une arme. Minimum une. Alors qui sont les nouveaux rois du pétrole? Comment font-ils pour s'enrichir? Enquête sur cette nouvelle ruée vers l'or noir qui s'est emparée de l'Amérique. Dans cette industrie, pas besoin de vivre au milieu des champs de pétrole pour devenir millionnaire. Steve Hightower. Ça, c'est la petite amie de Steve. C'est sa petite amie. A fait fortune à Middleton. Une petite ville de l'Ohio où il n'y a pourtant aucune exploitation pétrolière. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ici, tout le monde connaît ce mania du pétrole. Quand il revient avec son caniche au cœur des zones déshéritées où il a grandi, il est accueilli comme le Messie. Hey, comment vas-tu? Il faut dire que ce multimillionnaire reverse chaque année des dizaines de milliers d'euros aux bonnes œuvres de sa communauté. Tu as du ketchup? Tout ce que vous voyez là est gratuit. Tout ce que vous voyez, toute cette nourriture, c'est notre association. Nous donnons de la nourriture à ceux qui ont faim, comme aujourd'hui. Nous nourrissons la communauté. L'association fait ça tous les jours. Ce n'est pas gratuit pour ton compte en banque, mais c'est gratuit pour la communauté. Oui, il faut aider les gens. À presque 70 ans, Steve détonne. Il est l'un des très rares Afro-Américains à s'être imposé dans l'univers du pétrole très blanc, ce qui lui permet de vivre désormais loin des quartiers pauvres. Dans cette villa, à 3 millions d'euros, où il affiche dès l'entrée sa réussite. Avec cet aigle, symbole de force et de liberté.
Je suis tellement bien chez moi. Je sors dehors et regardez, je n'ai aucun voisin, personne, nulle part. C'est comme mon jardin. L'intérieur de la villa fait 1000 mètres carrés. Une dizaine de pièces plus luxueuses les unes que les autres, soigneusement entretenues par ses employés de maison. Vous en êtes où? Tout est fait? De ce côté-là, c'est OK. Il faut qu'on vérifie le reste. Ce matin, accompagné de son neveu, un technicien doit régler les nombreuses télévisions de la maison. Et dans la salle de bain? Celle de ta chambre? Le millionnaire est à cheval sur la maintenance et il garde un œil attentif sur ses nombreuses œuvres d'art. Ce sont des objets que j'ai acquis au cours de ma vie. Ses préférés, ce sont ces bagues, qui pour certaines se négocient à plus de 200 000 € pièce. Elles sont remises aux joueurs de basket qui remportent le championnat de la NBA, comme Michael Jordan. Des diamants jaunes, des diamants blancs, quelques rubis. Ces bagues ont été données à ces messieurs qui sont là. Et grâce à Dieu, j'ai eu les moyens de les acquérir. Sa plus grande fierté, ce sont ses photos avec le président Obama, qu'il a rencontré à plusieurs reprises. C'était certainement le moment le plus excitant et dont je suis le plus fier de toute ma vie. Parce que j'ai pu emmener mes enfants, ainsi que mon père et ma mère. C'était incroyable. Une extraordinaire ascension pour cet homme qui a commencé sa carrière en faisant du ménage dans l'entreprise de nettoyage familial. Mais le jeune Steve a de l'ambition. Dans les années 80, il monte son entreprise et se lance dans le transport de pétrole. 50 ans plus tard, il envoie des centaines de camions-citernes sillonner le pays. Il se ravitaille dans les dépôts pétroliers avant d'approvisionner des chaînes d'hypermarchés, des fabricants d'acier ou de grands groupes automobiles. Hey Terry, comment ça va? À la tête de l'entreprise, le patron est rarement sur le terrain. Mais quand il croise l'un de ses camions et que quelque chose ne lui plaît pas, il le fait savoir. Tu vas bien? Tu as vu, le pneu a un problème. Oui, il faut le changer. Il faut que je l'enlève. Oui, fais-le, avant qu'il n'explose. Quand il a commencé dans les années 80, aucune banque n'acceptait de lui prêter de l'argent. Aujourd'hui, son entreprise réalise 300 millions € de chiffre d'affaires par an. Le cœur de son activité se trouve dans ce bureau. Salut Sandy. Ici, ses responsables des achats suivent en temps réel les prix du carburant. Ils peuvent varier d'une heure à l'autre et d'une région à l'autre. Salut James. Comment ça va aujourd'hui? Bien, monsieur. Tu sais à quoi ressemblent les cours? Comment ça se passe en ce moment? Le marché est en baisse en ce moment. Comme un courtier, Steve achète du carburant pour ses clients. 250 grandes entreprises américaines. Chaque jour, il traque les meilleurs prix dans un marché où les tarifs fluctuent en permanence. Ils évoluent en fonction du cours du pétrole, mais aussi de l'offre et des capacités de production des raffineries. Le marché change 3 fois par jour et nous envoyons environ 28 000 factures par jour. Donc, il faut qu'on vérifie, en fonction des États, si c'est en Californie, dans l'Oregon, à Denver, à New York. On doit savoir quel est le prix du carburant à cet endroit pour le facturer au bon prix à nos clients dans cette région. Steve touche plusieurs dizaines de centimes d'euros de commission par litre, en plus des frais de transport. Et avec 400 millions de litres de carburant livrés chaque année, cela représente rapidement des millions d'euros de bénéfices. Cette réussite, Steve l'a construite en famille. Et au bureau, impossible de faire un pas sans croiser l'un de ses proches. Ça, c'est ma petite fille qui est comptable. Ma petite fille. Elle a une jumelle. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont plus d'une dizaine à travailler avec lui. Alors chez les Hightower, les réunions privées se transforment souvent en conseil d'administration.
Ce jour-là, Steve se rend dans une banlieue cossue, chez son fils. Hey, comment ça va ici? Pour fêter le premier anniversaire du dernier-né de ses petits-enfants. Allez, viens te mettre sur la photo. Autour du patriarche, ses enfants et ses petits-enfants, qui forment l'essentiel de son état-major professionnel. Hey, comment ça va? À commencer par son fils, directeur d'exploitation. Lui, le grand garçon, s'appelle Steven, comme moi. Steven Hightower, le deuxième. Voici Stéphanie, ma fille aînée. Elle est directrice administrative. Jason, c'est mon neveu, mais c'est comme mon fils. Il est directeur des systèmes d'information de Hightower Petroleum. Steve espère que la liste va s'allonger. Il verrait bien un jour son petit-fils prendre la suite, à la tête de l'entreprise. Quand il sera plus grand, c'est vrai que j'aimerais qu'il le fasse. Aujourd'hui, l'industrie pétrolière est en bonne santé, solide. C'est une industrie utile tous les jours et fiable. Elle ne s'épuisera pas. C'est vraiment bien de faire partie de cette industrie. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans, depuis 30 ans. Qui sait? Qui sait où je serai encore dans les 30 prochaines années? Qui sait? Si aujourd'hui l'industrie pétrolière américaine se porte bien, ça n'a pas toujours été le cas au cours de son histoire. C'est au début du XXe siècle que le pays connaît son premier boom pétrolier. À cette époque, les réserves sont abondantes, les besoins en carburant grandissants et les forages poussent comme des champignons. Voici comment se développe une forêt de pétrole. On creuse un puits avec une table rotative pour faire tourner la tige de forage. Les États-Unis dominent alors la production mondiale. Mais à partir des années 1970, l'activité commence à décliner. Les réserves s'épuisent, l'Amérique doit se résoudre à importer son carburant auprès de nouvelles puissances pétrolières, comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Le pétrole fait de l'Arabie Saoudite une puissance mondiale. Il est de loin le plus grand exportateur. La production actuelle est de 9,5 millions de barils par jour. Il faut attendre l'arrivée d'une nouvelle technique d'extraction révolutionnaire, la fracturation hydraulique, pour que le pays retrouve en 2017 sa place de numéro 1. Elle va provoquer une nouvelle ruée vers l'or noir, qui gagne de nombreux États. Cette technique est largement utilisée dans l'ouest du Texas. Il n'y a pas beaucoup de touristes dans le coin. On ne croise que des camions-citernes ou des utilitaires. Et notamment sur le ranch d'Evan, le propriétaire terrien millionnaire. Les puits traditionnels comme celui-ci laissent peu à peu la place à une méthode bien plus industrielle. Là, c'est une compagnie qui s'appelle Admiral. Ici, ce sont tous les puits. On espère obtenir 20 000 barils par puits chaque mois, s'ils sont bons. Et ils devraient l'être. Cette plateforme sert à extraire du pétrole coincé dans une roche très dure, appelée le schiste. Regardez mon bras. Le sol est là. Il fore verticalement sur 4 km et ensuite il creuse horizontalement sur 3 km. Ils envoient des explosifs, ils font des explosions dans la poche, ils multiplient les explosions et ensuite ils peuvent extraire le pétrole. Pour un puits traditionnel, les producteurs forent verticalement, en puisant directement dans les nappes souterraines. Désormais, avec la fracturation hydraulique, ils creusent verticalement puis horizontalement. Ils propulsent ensuite un mélange d'eau et de sable pour fracturer la roche et récupérer l'or noir. Car dans le schiste, le pétrole n'est pas présent sous forme de nappes souterraines. Il est dispersé dans la roche, piégé en minuscules gouttelettes dans des tout petits espaces. Ces puits là-bas viennent d'être creusés il y a 2 semaines. Ils sont en train de nettoyer la plateforme. On devrait pouvoir commencer la production prochainement.
Il y en a 6 en tout. Et on pourra toucher l'argent de la production d'ici 3 ou 4 mois. La productivité à court terme de ces puits est souvent supérieure à celle d'un puits classique. Et aujourd'hui, l'ouest du Texas produit à lui seul la moitié de la production totale de brut américain. Une ville profite de ce boom du pétrole de schiste. Midland, 120 000 habitants, devenue nouvelle capitale du pétrole. C'est ici que vit Evan, toujours attentif au cours du baril affiché sur un écran en pleine rue. C'est un panneau en centre-ville que tout le monde regarde avant d'aller au bureau. C'est plus pratique que de vérifier sur son téléphone. Tout le monde fait pareil. Evan a installé ses bureaux dans le Petroleum Building, l'un des plus beaux immeubles de Midland. C'est ici qu'il tient la comptabilité de ses royalties qui tombent chaque début de semaine. Là, vous avez la colonne avec les puits et à côté leur production. Là, par exemple, on a 2 nouveaux puits qui ont une très bonne production. Une vie de rentier, à l'opposé de celle qu'a connue son arrière-grand-père. Le premier membre de sa famille à s'être installé dans la région en 1898. Il a acheté ce ranch, c'était un cow-boy. Il élevait du bétail. La vie était vraiment difficile à l'époque. Il a acheté ce ranch sans savoir qu'il y avait du pétrole dans le sous-sol. On n'aurait jamais imaginé avoir tout ça. Grâce au pétrole, le quotidien d'Evan n'a plus rien à voir avec celui de ses ancêtres. Oh, raté. Il manie plus facilement le club de golf que le lasso et mène une vie bien plus douce. Dans le mille. La région de Midland est aujourd'hui l'une des plus riches des États-Unis. Attirée par le plein emploi et des salaires parmi les plus élevés du pays, ouvriers, ingénieurs, chauffeurs, des milliers d'Américains se ruent vers ce nouvel Eldorado. Salut, comment ça va? Très bien, merci. Résultat, les hôtels affichent complets et les prix s'envolent parfois jusqu'à 700 € pour une chambre simple la nuit, en centre-ville. Pour loger cette main-d'œuvre, des campements de fortune réservés aux hommes ont été érigés en plein désert. Faites attention aux serpents, des crotales. Le plus grand qu'on ait eu était long comme ça. Marc est le gardien de ce parc à mobil-home, qui compte une 50aine de logements loués à un tarif imbattable. Toutes les chambres sont identiques. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Le confort est sommaire, mais le prix mini, 40 € la nuit. Les gars, ils veulent aller au supermarché, faire quelques courses, revenir, les cuisiner, économiser surtout leur argent et travailler au maximum. Amasser le maximum de dollars, c'est l'ambition de tous ces travailleurs venus des 4 coins des États-Unis. Originaire de l'Oregon, à plusieurs heures de route du Texas, Michael a tout quitté pour venir travailler ici. Aujourd'hui, il gagne près de 14 000 € par mois, 3 fois le revenu moyen aux États-Unis. Ce qui ne l'empêche pas de vivre dans une caravane et de garder un train de vie modeste. Vous branchez l'eau ici, l'évacuation là. Vous branchez tout et vous avez l'électricité, l'eau courante, la totale. Beaucoup de gens s'installent ici parce que c'est vraiment pas cher. Moi, je paye 475 $ par mois. Ça inclut l'électricité, l'eau, tout. Pour 475 $, tout est inclus. Chez lui, dans l'Oregon, Michael vivait de petits boulots. Il y a 5 ans, il décide de venir tenter sa chance ici et trouve rapidement un emploi très bien payé, comme technicien de nuit sur des sites pétroliers. Qu'est-ce que vous achetez? Des boissons énergétiques. C'est la caféine dont j'ai besoin pour travailler. Pour rester éveillé. Vous voulez quelque chose d'autre? Non, c'est bon. Donc j'ai ça, et j'ai aussi mon repas. Avec tout ça, je devrais pouvoir tenir mes 12 heures. Toute la nuit, il est chargé de veiller sur 25 sites de production dispersés au beau milieu du désert. Des points de collecte où converge le pétrole de dizaines de puits.
Chacun d'entre eux peut rapporter des centaines de milliers d'euros par jour. On a des puits de ce côté-là. On a des puits de l'autre côté aussi. Et ici, c'est le point central où tous ces puits envoient le pétrole qui est stocké dans ces citernes. La mission de Michael, s'assurer qu'aucune panne technique ne vient interrompre la production. Il faut bien écouter quand tu arrives. Si tout fonctionne, ça doit faire du bruit. Et là, il y a un compresseur qui est en panne. Sur ce site, la pression a chuté. La circulation du pétrole est complètement bloquée. Ça, c'est complètement en panne. Michael doit réparer au plus vite pour que le flux reprenne son cours. Car derrière chaque panne, ce sont des milliers de dollars qui s'envolent chaque minute. Si ce compresseur ne fonctionne pas, le puits ne fonctionne plus. Donc plus vite je le répare, plus vite la production reprend. C'est ça mon travail. L'ordinateur affiche un truc bizarre. Ça devrait pas être comme ça. Le souci provient de cet enchevêtrement de tuyaux. Il y a quelque chose qui a dû bouger, c'est sûr. Il y a des fluides en mouvement. Alors, je vais essayer d'ouvrir un peu pour remettre un peu de pression. Voilà, c'est bon. Normalement, ça marche. Je croise les doigts. Le compresseur est au vert. Tout est OK. On peut y aller. Michael travaille 6 jours par semaine. Cette nuit-là, c'est le seul incident qu'il a eu à gérer. Avec l'arrivée de tous ces travailleurs, en grande majorité des hommes, Midland a vu se développer de drôles de commerces. Comme cette petite cabane rose, un drive très étonnant. Au revoir, bonne journée. Son nom, Boomtown Babes, les chéris du boom pétrolier. Bonne journée. Merci beaucoup. Les serveuses officient en tenue plus que légère. Il faut que je me dépêche. Certains hommes sont impatients car le café est vraiment bon et parce qu'ils veulent commencer la journée avec une jolie vue. Quelle belle vue. Moi? Raquel, 29 ans, travaille ici 3 jours par semaine, de 5 h du matin à 15 h. Je n'étais pas très à l'aise au départ. Mais à force de travailler ici, j'ai commencé à m'y faire. C'est comme un costume. Et j'y pense même plus. Je mets ma tenue et je sers de bon café. Toute la matinée, les clients se pressent à sa petite lucarne. Bonjour jeune homme. Salut bébé. Que voulez-vous? Un café s'il te plaît. Des hommes qui partent travailler sur les champs de pétrole. Ça permet de bien démarrer la journée. Il y a du bon café et une jolie vue. Il devrait y en avoir à chaque coin de rue. Aux États-Unis, laisser un pourboire, c'est la norme. Mais avec leur salaire élevé, tous ces travailleurs se montrent encore plus généreux avec Raquel. $10,55. Garde tout, bébé. Merci beaucoup, c'est gentil. 9 € de pourboire laissés par ce client pour une addition à 10 €. Ce lundi matin, avec pour l'instant une trentaine de clients, j'ai fait $60 en cash. Et si j'ajoute les pourboires en carte de crédit, j'ai genre $110. Donc au total, j'ai fait $170. C'est très bien en seulement quelques heures. En travaillant seulement 3 jours par semaine, Raquel gagne 4 000 € par mois. Merci, c'est gentil. Le drive sert jusqu'à 300 cafés chaque matin. Mais il n'est pas le seul à Midland à faire le plein de travailleurs du pétrole. Les soirs de relâche, ils se retrouvent dans les bars, comme celui-ci. Ambiance virile. Rodéo sur grand écran et steak de cow-boy dans les assiettes. Salut les gars. Un lieu que fréquente Michael, le technicien de nuit sur les plateformes. Les soirs où il ne travaille pas, il descend quelques litres de bière avec d'autres ouvriers, venus comme lui dans la région pour faire fortune. 3 litres et demi. Et même s'ils ne voient pas leur famille pendant des mois,
Le jeu en vaut la chandelle, selon Hunter, 26 ans. Ici, si je travaille tous les jours, je vais me faire 350 000 € cette année. Si je travaille tous les jours. Voilà mon but. Je vais faire des économies, m'acheter un puits, extraire du pétrole et l'exploiter à fond. Et en ouvrir un autre, un autre, un autre. J'ai l'argent dont j'ai besoin pour commencer à être complètement libre. Et je ne pense pas que beaucoup d'endroits aux États-Unis offrent la même possibilité. Grâce à l'argent du pétrole, Michael, qui a grandi dans une famille pauvre, tient sa revanche. Et il peut désormais vivre correctement. Et même se faire plaisir. Ce jour-là, il va remplacer sa vieille voiture cabossée par un modèle qui le faisait rêver depuis des années. Salut mec. Ça va? Tu vas chercher la bête? Ouais, elle est prête? Oui. Il vient le récupérer chez Tyler, un mécanicien spécialiste des voitures rétro. Voilà ta clé. Merci, je pars avec? Oui, tu peux récupérer ton pick-up. Super. C'est un pick-up des années 70, un modèle de collection à 35 000 € qui consomme 2 à 3 fois plus qu'un véhicule moderne. Vous êtes heureux? Oui, très content, très content. J'en voulais une comme ça depuis longtemps. Et enfin, je l'ai trouvée. Michael savoure sa réussite, mais elle reste modeste comparée aux millions amassés par d'autres. Par exemple, les producteurs de pétrole indépendants. Ils sont 9000 et produisent 80% du brut américain. Parmi eux, il existe de petits exploitants qui touchent le jackpot. L'un d'entre eux vit au sud-est des États-Unis, dans le Kentucky. Dans cet état rural, le pétrole est encore facilement accessible. Pas besoin de grosses plateformes pour l'extraire. On a foré beaucoup de puits dans ce coin-là. Voilà pourquoi Travis Coomer, un petit producteur de 68 ans, utilise encore des puits traditionnels. Une méthode à l'ancienne, qui lui a plutôt bien réussi. Ne vous fiez pas à son allure de vieux fermier américain. Travis est millionnaire. C'est un bon puits. Il produit 6 à 7 barils par jour, peut-être même 10. À 70 $ le baril en ce moment, ce puits peut me rapporter 700 $ par jour. Soit 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, rien que pour ce puits. Je vais te montrer un peu de pétrole brut. La cuve est à moitié pleine. Et comme Travis en possède une cinquantaine répartie dans tout le comté, selon le cours du baril, il peut gagner entre 50 000 et 150 000 € par mois. Pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est du bon pétrole brut. Ça a bon goût. Ça a le goût de l'argent. Mais pour que l'argent coule à flot, encore faut-il que ces puits ne tombent pas en panne. Ce jour-là, justement, il y a un problème sur l'un d'entre eux. Le pétrole qui est extrait n'a pas l'aspect habituel. Il risque de ne pas être accepté par la raffinerie. Mince, c'est épais. Voilà ce que ça donne maintenant. Cette matière épaisse et visqueuse dans la pompe ne peut pas passer correctement. Quand c'est épais comme ça risque de tout faire arrêter. Quand c'est sale là-dedans, ça fait caler la pompe. Le problème vient d'un des tuyaux de pompage qui se trouve sous terre. Il est mangé par la rouille. Ça, c'est le tuyau qu'on a enlevé qui est vraiment vieux. Et là, c'est le nouveau qu'on va mettre. Ses employés se lancent dans le remplacement du tuyau. Et après 2 heures de travail, le puits fonctionne à nouveau. Du pétrole, du bon pétrole brut qui jaillit. Là, on peut dire qu'on a fait du bon boulot. Cette manière encore artisanale d'extraire du pétrole, Travis l'a apprise auprès de son père, qui possédait déjà une société de forage. Après des études d'ingénieur, Travis décide de reprendre le flambeau.
il a installé son bureau dans cette vieille station-service qu'il a rachetée et transformée en épicerie. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi, tu vas bien? À l'intérieur, tout respire l'Amérique rurale, jusqu'à cette silhouette en carton de Donald Trump, le supporter numéro 1 des producteurs de pétrole. Travis est sur un nouveau coup. Il a repéré un terrain qui pourrait être riche en pétrole. Mais pour le forer, il attend une autorisation du comté que son avocat tente d'obtenir. Salut, comment ça va? Je crois qu'il y avait un truc qui clochait dans le permis. On leur a déjà envoyé le dossier? Oui, par mail, par courrier. Donc il devrait l'avoir demain. Ok, donc ils devraient le recevoir demain. Je crois que ce nouveau puits est très prometteur, parce qu'il est tout proche de puits qui ont 15 à 18 ans et qui continuent à produire encore beaucoup de pétrole. Pour repérer les poches de pétrole, Travis ne réalise aucune analyse scientifique du sol. Il utilise une vieille recette que lui a transmise son père. Creuser le plus proche possible de puits déjà existants. Une stratégie qui a un prix. Ce n'est pas facile de trouver du pétrole brut. Ça coûte cher. On doit investir 50 000 $. C'est comme jouer à un jeu d'argent. Tu ne sais pas si tu vas gagner. On ne sait jamais quand on fore un puits s'il va rapporter. Il pourrait me rapporter 4 à 5 millions de $. Ou alors ça peut être un puits sec. On ne sait pas tant qu'on n'a pas creusé. À ce petit jeu, Travis a souvent gagné. Il a amassé des millions de dollars en 50 ans de carrière et a presque tout réinvesti en rachetant des terrains. Là-bas, ça devrait mordre, si on a un peu de chance. En dehors de cela, il n'a pratiquement rien changé à son mode de vie. Entre parties de pêche avec ses petits-enfants et grandes réunions familiales, dans la maison où il vit depuis toujours avec sa femme Nadine. Ça fait 50 ans. Ça fait un long chemin. Allez, venez tous à table. Une vie simple. Au quotidien, Travis n'affiche jamais sa réussite. Oui, j'ai eu beaucoup de succès, ça c'est sûr. Je suis le plus grand propriétaire terrien du comté. Et vous savez, il ne faut pas dépenser son argent trop rapidement. Il faut faire attention à son argent. Il y a pourtant bien une passion pour laquelle il dépense sans compter. Un drôle de sport automobile, gourmand en carburant, qui se pratique lors de rassemblements très populaires dans ce coin de l'Amérique. L'un d'entre eux va avoir lieu dans quelques jours et Travis espère réussir à l'emporter. Au Texas, dans la région de Midland, la grande majorité des habitants se félicitent du boom du pétrole et de ses retombées financières. Mais la ruée vers l'or noir a aussi des revers. Le pétrole attire une nouvelle délinquance. Au quartier général du shérif, l'officier Julio et ses collègues s'apprêtent à partir pour une longue nuit de patrouille. L'objectif aujourd'hui, c'est de commencer d'abord en ville. Et ensuite, on va monter vers le nord. Et pas question de sortir sans être lourdement armés. Ils emportent avec eux un pistolet, un taser et un indispensable fusil d'assaut. Ici, au Texas, tout le monde a une arme, même souvent plusieurs. Les fusils sont courants ici pour la chasse. Ils peuvent viser loin. Alors si c'est juste mon taser, je ne peux pas riposter d'aussi loin. Julio va patrouiller pendant 10 heures sur ces longues autoroutes. Elle traverse les champs de pétrole qui sont à portée de main. Une tentation pour les voleurs qui s'en donnent à cœur joie. C'est un délit que les agents du FBI connaissent bien dans l'ouest du Texas. Le vol de pétrole stocké. 30 000 barils de pétrole ont été volés ici dans la région. Un complot visant à voler des centaines de barils de pétrole. Le vol de pétrole explose, un phénomène que les forces de l'ordre ont du mal à endiguer. Les puits sont répartis sur un territoire aussi vaste que la moitié de la France. Prendre les auteurs en flagrant délit est quasi impossible. Seule solution pour Julio,
multiplier les contrôles de véhicules. Est-ce que tu peux me vérifier une plaque du Texas? Young, Adam, Henry, Boy, 102. C'est bon, rien à signaler. Ok, merci. Le boom du pétrole a une autre conséquence. Autrefois paisibles, ces routes sont devenues les plus accidentogènes du pays. Le trafic de camions est incessant. Et comme ici plus qu'ailleurs, le temps c'est de l'argent, les chauffeurs roulent à tombeau ouvert, provoquant de terribles accidents. Certains, extrêmement spectaculaires. Comme ce convoi trop lourd, qui est resté bloqué à un passage à niveau. Mais tire-toi! Il a été percuté de plein fouet par un train de marchandises. L'accident a causé la mort de 2 personnes. Pour éviter ce genre de drame, les pannes de véhicules transportant des chargements hors normes sont prises très au sérieux par l'officier Julio. Julio, je suis sur place. Tu peux me rejoindre? Ok, je te rejoins. Il vient d'être appelé par l'une de ses collègues pour un camion en panne au bord de la route. Il transporte un immense mobil-home destiné à loger des travailleurs du pétrole. Il ne peut plus avancer, sa roue est cassée. Combien de temps ça va prendre? 30 minutes? Je peux t'avoir une dépanneuse qui arrive plus rapidement. Parce que là, tu empiètes sur la route. J'ai besoin que tu dégages, car c'est vraiment dangereux. Sur ces petites routes, les voitures filent à vive allure et le policier craint un carambolage. Allez, vas-y. Il met la pression au chauffeur qui s'empresse de réparer. Il veut éviter à tout prix l'intervention d'une dépanneuse. Si je décide de faire venir la dépanneuse, ça va coûter à son patron entre 1000 et 4000 $. Et les compagnies de transport n'aiment pas du tout ça. Elles n'aiment pas dépenser de l'argent. Le petit coup de pression de Julio a fonctionné. En moins de 10 minutes, la roue est réparée et le convoi prêt à repartir. Si les accidents de la route sont un fléau, un autre risque menace toute la région. La pollution engendrée par les puits de pétrole. Pour extraire le schiste, des produits chimiques sont envoyés sous terre. Ils contaminent durablement les sols. C'est pour cette raison que cette technique a été interdite en France. Autre inquiétude, les vieux puits abandonnés, qui continuent de fuir, un cauchemar pour certains habitants. Allez, Lily. Allez, Lily, viens. Allez. Cette ferme isolée, c'est celle de Laura, Lily. de son mari Smokey et de leurs enfants. Allez, Ranger. Allez, Cole. Viens, Stacy. Ils l'ont acheté il y a 15 ans. Le couple, qui travaille dans l'édition, rêvait d'un lieu comme celui-ci pour voir grandir ses enfants et s'occuper d'animaux. Hélène reçoit des câlins tous les jours. C'est notre moment de câlin quotidien. Il nage alors dans le bonheur. Mais au Texas, la législation sur la propriété est très particulière. Le couple ne possède que la surface de ses terrains. Le sous-sol, lui, appartient à un autre propriétaire, qui peut creuser des puits sans leur accord. Les gars, vous voulez quelque chose à boire? Au Texas, ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire du terrain que vous possédez le sous-sol. Il peut y avoir 2 propriétaires différents. Celui qui possède les sous-sols a parfaitement le droit de puiser du pétrole. Au Texas, ils veulent que les opérateurs creusent un maximum de puits parce que tout le monde veut faire de l'argent. Si le producteur fait de l'argent, le Texas fait aussi de l'argent. Et ils s'en fichent des conséquences. Aujourd'hui, elle enrage. Ce que Laura ne sait pas à l'époque, c'est que ces puits sont loin d'être inoffensifs pour l'environnement, même quand ils ne sont plus exploités. Tu veux aller voir le puits le plus récent? Tu prends cette voiture, d'accord? C'est ce qu'elle a récemment découvert sur un puits abandonné. On est à 300 mètres de ma maison. Et là,
C'est ici qu'il y a un puits abandonné. Il n'y a plus de production. Et le 1er août, je suis venue avec mes chevaux et de l'eau sortait du puits et se répandait partout. Laura a immortalisé la scène. Sur ces photos, on voit l'eau présente dans le sous-sol qui, sous l'effet de la pression, jaillit à la surface. C'est là que l'eau coulait. On voit encore l'endroit où l'eau s'est déposée. Ça a pris 28 jours pour reboucher le puits. Ça n'a pas été facile de tout colmater, mais maintenant c'est bouché. Bouché seulement en apparence, car à y regarder de plus près, sous terre, la fuite ne semble pas colmatée. Ils ont bouché le puits, mais très mal. Parce que c'est encore humide. Ça sent l'humidité. Ici, c'est sec. Et ici, il y a de l'humidité. Donc quelque chose remonte. Et c'est pas bon. Le problème, c'est qu'en remontant, cette eau se charge de produits présents naturellement dans le sous-sol, comme par exemple de l'uranium, nocif une fois à la surface. Ce n'est pas le genre d'eau que vous voulez avoir chez vous. Ce n'est pas de l'eau fraîche. Elle est marron, très lourde et très salée. Il y a aussi de la radioactivité. Et bien sûr, elle est pleine d'hydrocarbures, pleine d'essence, de choses comme ça. Je ne suis pas chimiste, donc je ne peux pas vous dire précisément, mais en tout cas, elle tue tout ce qu'elle touche. Laura et Smokey craignent que cette eau contamine toute la nappe phréatique de leur ferme et mette en danger leur santé et celle de leurs animaux. Au Texas, on estime à 10 000 le nombre de puits abandonnés, qu'on appelle ici les puits zombies. Une bombe écologique qui prend parfois des proportions spectaculaires. Une avocate Faites attention. en a fait son cheval de bataille, Sarah Stogner. Ce matin, Salut! Comment ça va? elle a pris rendez-vous avec des habitants du coin, sensibles à sa cause, et des militants qui se surnomment eux-mêmes les inspecteurs de puits zombies. Salut! On ne se connaît pas, je crois. Hein? Ensemble, ils se rendent sur des sites dégradés pour constater les dégâts et prendre des photos. Objectif, dénoncer la situation sur Internet et faire réagir la population. Alors, nous sommes ici pour notre petite excursion. Donc, on va s'arrêter à différents endroits. Et nous allons voir plein de vieux puits pourris qui fuient. Ok, il faut traverser. Première escale, au lac Craddock, de l'autre côté de la route. Une étendue d'eau artificielle toxique. Là, ce sont des canaux qui servaient à irriguer le puits. À l'origine, au début du XXe siècle, ce lac n'existait pas. Il y avait à sa place un puits de pétrole, de plusieurs kilomètres de profondeur. Voilà le puits. Ou du moins ce qu'il en reste. Il n'y a plus que de l'acier. Il a lui aussi été abandonné et mal colmaté. Sous l'effet de la pression, des eaux très salées remontent à la surface par le conduit du puits. Je n'en boirai pas. Si on y met les pieds, ça provoque une éruption cutanée très douloureuse. Au fil du temps, ces eaux se sont accumulées, formant un lac artificiel. Ça, c'est l'alarme pour le H2S. C'est un gaz. On ne devrait pas rester là. En remontant, ces eaux entraînent aussi des gaz toxiques, comme le H2S, le sulfure d'hydrogène, qui provoquent des irritations aux yeux ou encore des troubles respiratoires. À forte dose, il peut même entraîner la mort. Il se forme naturellement dans les profondeurs, au contact des hydrocarbures, mais il est normalement piégé dans les formations géologiques. En forte concentration, il est très dangereux. Allons-y. Alors Sarah et ses militants préfèrent rebrousser chemin. Deuxième escale, à une dizaine de kilomètres de là, au lac Boomer. Une autre étendue d'eau toxique, beaucoup plus vaste. Sa surface dépasse 24 000 mètres carrés, l'équivalent de 6 terrains de football. Regardez, ça fait des bulles ici.
Il y a un tuyau enterré sous la route. Il passe par là et ressort ici. Il a récemment cédé. Cet ancien puits fuit depuis environ 30 ans. Là encore, l'eau qui s'en échappe est fortement chargée en sel. Une situation désastreuse pour l'environnement. D'autant plus que l'exploitant qui a creusé ce puits à l'époque n'est plus propriétaire du terrain et ne prend pas en charge les dégâts. Au niveau de l'environnement, cet endroit va être totalement stérile et nocif à la vie sauvage pendant encore des milliers d'années. Le puits a été creusé par un homme très riche. Sa famille est probablement milliardaire. Moi, je pense que ces exploitants qui ont profité du puits pendant des années devraient régler le problème. Sarah a bien du mal à se faire entendre au Texas, un État où le pétrole est roi. Elle a bien porté plainte en 2021 pour des puits abandonnés contre le géant Chevron, mais à ce jour, aucun procès n'a eu lieu. Il faut dire qu'aux États-Unis, l'environnement est loin d'être la préoccupation du moment. Donald Trump ne cesse d'annuler les mesures prises par ses prédécesseurs pour limiter le réchauffement climatique. Et en 2025, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Pas de quoi émouvoir Travis, le petit producteur de pétrole millionnaire. On est bon ou on s'éloigne? Ce fervent défenseur du pétrole de schiste ne comprend pas pourquoi la France a interdit son extraction. C'est très important de pouvoir creuser des trous et ensuite, quand le puits est OK, de pouvoir extraire le pétrole de schiste. Vous savez, la fracturation hydraulique, c'est juste de l'eau et du sable qu'on envoie. Ça ne fait pas de mal de faire ça. Tout le monde devrait pouvoir extraire du pétrole de schiste. C'est complètement dingue d'interdire ça. Du pétrole, ce week-end dans ce coin du Kentucky, Travis va en consommer en grande quantité. Il participe à des courses de voitures très gourmandes en carburant, du tractor pulling. Le principe, aller le plus loin possible en tractant des remorques de plusieurs dizaines de tonnes. Travis va concourir avec son pick-up, qu'il a payé 50 000 €. « 950 chevaux sous le capot et un petit nom en référence à ce pétrole qui a fait toute sa réussite. Je l'ai appelé Or Noir. C'est la source de mes revenus. Et là, il y a le portrait de Benjamin Franklin. Parce que c'est de là que vient tout mon argent. C'est vraiment mon hobby. Un hobby qu'il partage avec son petit-fils Mason, à qui il a offert le même modèle de voiture. Ces deux bolides sont les plus chers de la compétition. Ils font trembler les autres concurrents qui ne disposent pas des mêmes moyens financiers pour améliorer les performances de leur voiture. Quand il est là, t'espères juste avoir un peu de chance parce que c'est à peu près le seul moyen de le battre. Partout où il passe, il est connu pour gagner. L'hymne américain résonne. C'est le signal que la compétition va démarrer. Nadine, sa femme, et Ashley, son arrière-petite-fille, ont fait le déplacement pour l'encourager. Travis est le premier concurrent à s'élancer. Vous êtes prêt, Travis? Ouais, je suis chaud. Je vais tout donner quand ça va commencer. Allez, je monte dans ma voiture. Vas-y, avance. Tu es prêt? Malgré le vacarme assourdissant, Travis ne va parcourir que 80 mètres, bien loin de ses meilleures performances. C'est vraiment pas bon. En revanche, niveau consommation d'essence, il a affolé les compteurs. 1 litre de carburant brûlé en quelques secondes. Mais ici, c'est loin d'être la préoccupation numéro 1. Bien au contraire. Il n'y a que des fervents supporters de l'industrie pétrolière. Dans le public, on reprend même en chœur le slogan pro-pétrole de Donald Trump.
bébé, creuse. Hey, t'es toujours en tête? Ouais, pour l'instant, tout va bien. Travis, cette fois-ci, ne sort pas vainqueur. Qu'importe. L'honneur de la famille est sauf. C'est Mason, son petit-fils, qui l'emporte. Une fierté pour le grand-père. Oh oui, très fier. Travis n'a pas fini de s'enrichir. Avec plus de 100 millions de barils par jour, la consommation de pétrole dans le monde n'a jamais été aussi élevée. Mais alors que la crise pétrolière en cours secoue toute la planète, les États-Unis sont-ils vraiment à l'abri? Au Moyen-Orient, la guerre voulue par Donald Trump dure depuis maintenant 2 mois. Le blocage du détroit d'Ormuz prive le monde de 20% de sa production de pétrole. Et les infrastructures pétrolières ont été gravement endommagées. Une crise qui fait vaciller aussi le premier producteur mondial. Patrice Geoffron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine, spécialiste de la géopolitique du pétrole et des énergies fossiles en général. D'abord, rebondissons sur la crise au Moyen-Orient. Est-ce que ça a redistribué les cartes sur la géopolitique du pétrole au niveau mondial? En tout cas, ça va faire planer sans doute très durablement un risque sur le Moyen-Orient. On a bien découvert que la vraie bombe atomique de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Et que ce détroit, il est assez facile à bloquer. On ne peut pas imaginer un pouvoir en Iran à l'avenir qui ne ferait pas planer la menace de revenir à cette situation. Et donc ça change la donne qui était que jusqu'à maintenant, cette zone était une zone sécurisée. C'était en tout cas voilà, le storytelling des puissances de la région, l'Arabie Saoudite notamment, les Émirats Arabes Unis, et ça n'est plus le cas. Mais on voit bien que les États-Unis ne dépendent pas des pays étrangers et des pays fournisseurs étrangers concernant le pétrole. Ils sont devenus indépendants. Justement, ça devrait les mettre à l'abri de toute fluctuation des prix à la pompe aux États-Unis. Alors ce serait le cas si en 2016, on était sous Obama, une décision n'avait pas été prise qui depuis permet d'autoriser les exportations de pétrole. Le fait qu'il y ait un rebond à partir du pétrole et du gaz de schiste, ça a modifié l'histoire mondiale pétro-gazière et notamment l'histoire des États-Unis. Et donc de ce point de vue, la volonté d'exporter massivement, ça connecte les États-Unis sur le prix du pétrole mais également sur le prix du gaz avec les marchés mondiaux. Et donc au moment où nous parlons, les ménages américains payent sensiblement plus cher, plus de 4 $ le gallon. Un gallon c'est 3,7 litres. Alors que Trump avait promis à 2 $. L'avait promis à 2 $ et avant le début du conflit, il était légèrement sous les 3 $. Donc il y a une augmentation assez sensible sur l'énergie, sur les 3 énergies, le pétrole, le gaz, l'électricité. La promesse de Trump, ça avait été de diviser tout par 2. Et en fait, tout aura augmenté. C'est le bilan qui sera fait à la fin 2026, au moment des mi-termes. Mais là, le premier continent à en souffrir, c'est l'Asie, c'est pas l'Amérique. Alors c'est l'Asie, c'est la Chine, l'Europe par ailleurs, les pays asiatiques les plus fragiles. Néanmoins, les États-Unis ont comme caractéristique d'être encore sensibles aux cycles électoraux. Et à la différence de Xi Jinping, voilà, les États-Unis sont une démocratie. Et donc la Chine a du temps. Je ne suis pas certain que Trump ait autant de temps que Xi ou Vladimir par ailleurs. Mais on le voit dans le sujet, le pétrole, le gaz de schiste, ce sont beaucoup d'investissements. Donc ça surenchérit malgré tout le prix du pétrole. Et puis surtout, c'est un pétrole qui n'est pas de très bonne qualité. On est dans des pétroles, et ça il faut l'avoir à l'esprit, qui se rentabilisent avec un prix du baril plus élevé qu'au Moyen-Orient. Enfin, en Arabie Saoudite, à différents endroits, le prix à partir duquel on commence à gagner de l'argent, c'est 10 $ le baril, alors qu'aux États-Unis, c'est 50, 60, 70 parfois. Et c'est-à-dire que pour faire ce que Trump appelle de ses voeux le drill baby drill, venez investir aux États-Unis, vous allez vous enrichir, il faut de la visibilité, il faut un prix plutôt prévisible et plutôt élevé, au-delà de 80 $ le baril, 100 $ le baril. Et comme Trump, pour l'essentiel, il a une grande caractéristique qui est de mettre le bazar, non seulement dans l'économie mondiale, mais dans l'économie pétro-gazière, et bien cette instabilité, elle n'est pas favorable aux investissements dans le futur. Sans compter qu'en effet, il va à l'encontre de sa politique initiale, que vous avez décrit d'ailleurs dans un article dans la revue Énergie, de passer de la situation d'indépendance à la situation de domination à travers le pétrole.
on voit que cet outil n'est pas un outil uniquement pour faire du commerce selon ce qu'on appelait à un moment les lois du commerce. C'est un outil de domination et ça annonce notamment la couleur pour nous, Européens. La pression de Donald Trump s'exerce aussi sur l'Europe. L'an dernier, menacée de droits de douane exorbitants, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'est engagée à tripler les achats de pétrole et de gaz aux États-Unis d'ici 3 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un deal qui suscite l'inquiétude, tant les quantités promises semblent inatteignables. Les Américains ne sauraient pas produire, multiplier par 3 les volumes d'exportation vers l'Europe. Mais par ailleurs, on ne saurait pas quoi en faire. Donc tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. C'est de l'affichage, c'est de la communication, mais dans des domaines dans lesquels voilà, le sérieux doit prévaloir. Ça suppose au-devant de soi d'avoir un peu de visibilité. Nous, la visibilité que ça nous donne, nous Européens, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance dans les États-Unis pour être notre fournisseur essentiel de gaz naturel liquéfié. Or, c'est le cas. Et évidemment, importer massivement de l'Amérique de Trump ou de l'Amérique de Biden, c'est pas exactement la même chose. Sur les autres solutions, on ne peut plus importer de gaz russe, on s'est refusé à le faire. Donc, c'est quoi la solution? Alors, les autres solutions, c'est d'être très très clair en Europe sur l'intérêt pour nous de continuer à nous décarboner, parce que ça n'est plus uniquement un enjeu qui est un enjeu environnemental prioritaire. C'est un enjeu géopolitique. C'est un enjeu de sécurité collective pour nous. Visualisons la Russie qui est à l'est, ce sont les États-Unis qui sont à l'ouest. Et puis au sud-est, on a le Moyen-Orient. Et donc dans ce triangle, il y a 2/3 du pétrole et du gaz mondial qui est produit. Et nous sommes extrêmement dépendants. Nous sommes extrêmement dépendants. Un pays comme la France importe 99% de son pétrole, 96% de son gaz. Et pour l'Europe entière, systématiquement, on est au-dessus de 90%. Donc la seule solution, c'est qu'un bon baril de pétrole, c'est pas un baril à 50 plutôt que 120, c'est un baril qu'on n'aura pas à importer. Voilà. Et donc, D'où l'idée de relancer la filière nucléaire et de se d'où rendre moins l'idée dépendant d'électrifier des nos énergies fossiles. usages, de faire des efforts d'efficacité, des efforts de sobriété, d'utiliser les gaz verts plutôt que des gaz fossiles, c'est-à-dire de garder une franche détermination sur la mise en œuvre de la stratégie de décarbonation. Bon, si on était en Arabie Saoudite ou au Texas, j'aurais peut-être eu un discours différent, mais nous sommes dépendants d'un monde fossile qui est un monde de violence. C'est très clair aujourd'hui et donc il faut garder le cap pour en sortir. Merci Patrice Geoffron d'avoir été avec nous et de vos explications. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine, enquête sur nos centres-villes. On s'arrête. Transformés en champs de bataille. Ouais, oh, il y a un feu, on respecte le code. Et si tu m'envoies à l'hôpital, c'est moi qui m'envoie à l'hôpital. Des trottinettes électriques aux vélos à gros pneus, les fat bikes, ces nouveaux engins souvent débridés peuvent rouler aussi vite qu'un scooter. C'est un monstre ce vélo, 53, mieux que le 51. Là, je suis monté à 83. C'est sensationnel, c'est top. Certains de ces bolides ne respectent aucune norme de sécurité. On essaye de faire croire qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas du tout de suspension, évidemment. Ça, c'est juste un caoutchouc. Cette course à la vitesse a des conséquences dramatiques. Piéton rouge, vous pouvez regarder. C'est abruti. L'an dernier, près de 30 000 usagers ont été blessés. Quel que soit le dossier que je vais prendre, si je vous le montre, vous allez faire des cauchemars la nuit. Des accidents d'une violence inouïe. Ah, mais putain, mais t'es un connard! Qui laissent parfois des séquelles à vie. Ils me font peur en fait. C'est vraiment la tête qui a tout pris. Si le casque était obligatoire, elle ne serait pas dans cet état-là. Enquête sur ces nouvelles mobilités qui dérapent. Trottinettes boostées, vélos surpuissants, les nouveaux dangers de la route. C'est la semaine prochaine à 23h dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Marie-Claire Polo, rédaction en chef d'Enquête exclusive, Christophe Brûlé, Maud Brunel et Sophie Caranta, production Anne Conézine. Bonne soirée sur M6.